et le suicide de l'enfant, donc que j'ai intitulé Comprendre pour mieux agir. Donc c'est ça le but, c'est de pouvoir prévenir. Alors comme vous le savez, les conduites suicidaires chez l'enfant sont en augmentation depuis une dizaine d'années. Je parle de l'enfant prépubère, je vais axer mes propos sur l'enfant parce qu'on sait beaucoup de choses sur l'adolescent et sur l'adulte, on sait peu de choses sur l'enfant. Et ça reste quand même un phénomène rare, mais le décès par suicide chez l'enfant reste quand même une cause non négligeable de décès précoce après les maladies et les accidents, qui restent toutefois souvent sous-déclarés puisque nous allons le voir, beaucoup d'accidents sont en fait des suicides méconnus. Donc comme vous le voyez sur cette diapositive, il y a une différence sur le plan épidémiologique du taux de suicide chez l'enfant qui reste quand même assez rare, comme on l'a dit, et qui va augmenter de manière significative en période d'adolescence. Et à titre d'exemple, aux États-Unis, ça passe de 0,17 pour 100 000 enfants avant 12 ans à 5 pour 100 000 adolescents. En France, ça passe de 0,4 à 6 pour 100 000. Et vous voyez que, en ce qui concerne les 15 dernières années, aux États-Unis, il y a eu une augmentation de 76% pour le suicide chez l'enfant âgé de 10 à 14 ans. Alors, je vous donne une petite idée sur les chiffres tunisiens. Donc, pour l'année 2016, par exemple, le taux de suicide chez l'enfant de moins de 18 ans était de 2 pour 100 000 enfants, avec, pour cette série, 63% étaient âgés de 15 à 18 ans, 32% c'était la tranche d'âge 10-14 ans, et 4% environ 2 cas âgés respectivement 7 et 9 ans. Le suicide de l'enfant a aussi une autre particularité, c'est la différence selon le genre qui est importante chez l'adulte, et cette asymétrie diminue avec l'âge. Donc chez l'enfant, et en particulier chez l'enfant avant l'âge de l'adolescence, il y a le sexe ratio est de 1 à 1,5, contrairement à chez l'adulte où c'est beaucoup plus présent chez l'homme. Alors, avant de parler des conduites suicidaires chez l'enfant, j'aimerais rappeler un petit peu l'évolution du concept de mort chez l'enfant, qui, comme vous le savez, est un concept qui se développe progressivement, qui est lié à l'âge et qui varie beaucoup d'un enfant à l'autre en fonction du niveau cognitif, du développement affectif de l'enfant. Ça dépend aussi du contexte socio-culturel, des événements de vie vécus par l'enfant. Un enfant qui vit par exemple un décès dans la famille, un grand-père ou un proche, sera plus confronté à la mort réelle et donc ce développement va se faire plus vite. Et puis, n'oublions pas actuellement l'influence importante des médias et des jeux vidéo où les enfants se tuent, entre guillemets, de manière virtuelle. Donc, avant l'âge de 6 ans, ça reste un phénomène qui est perçu comme étant provisoire, réversible. À partir entre 6 et 8 ans, la mort devient plus conceptuelle et la part physiologique du phénomène est progressivement assimilée pour devenir, après, les notions d'universalité de la mort et d'irréversibilité de la mort va être acquis au-delà de 8 ans. Mais vous savez, ces repères sont en train un petit peu de changer et on voit de plus en plus des enfants qui ont acquis ces notions plus précocement. Alors, la question qui pose beaucoup de controverses, c'est la question de l'intentionnalité suicidaire chez l'enfant. Et j'aime beaucoup la phrase de Boris Cyrulnik qui nous dit qu'un enfant qui se tue ne se donne pas forcément la mort. C'est vraiment une phrase qui résume un petit peu tout ça. Alors, il y a plusieurs problèmes. La première chose, c'est que l'enfant ne peut pas cognitivement avoir une connaissance du degré de létalité d'un acte autodestructeur. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir chez les enfants jeunes des comportements qui sont disproportionnés, très violents, et qui peuvent entraîner malheureusement la mort. Deuxièmement, l'enfant peut avoir une compréhension du suicide, comprendre ce que ça veut dire se tuer soi-même ou faire un geste auto-agressif et évoquer des idées suicidaires, même si la notion de mort, comme on vient de le voir, n'est pas complètement établie. C'est-à-dire que même si la notion de mort est encore immature, ceci n'empêche pas que l'enfant peut avoir une intentionnalité suicidaire, et ceci a été démontré dans quelques travaux, notamment les travaux qui se sont intéressés à l'autopsie psychologique chez les enfants jeunes, prépubères, préadolescents, ou dans une des séries publiées, une des rares séries publiées qui a montré que 14 à 46% des lettres d'adieu ont été retrouvées dans le cas de suicide chez les moins de 15 ans. Alors, première
chose à laquelle on pense et qu'on va rechercher en face d'un enfant qui fait une tentative de suicide ou quand il y a un événement, donc le suicide qui est un événement extrêmement dramatique pour les familles, la première chose qu'on va essayer de comprendre, est-ce qu'il y a un trouble psychopathologique? Et ça, c'est une particularité chez l'enfant, c'est que seul un tiers à la moitié des cas, en ce qui concerne les décès par suicide, on va retrouver un trouble psychopathologique, en premier lieu la dépression, mais aussi d'autres troubles psychopathologiques comme le trouble hyperactivité et déficit de l'attention, les troubles des conduites, plus rarement les troubles anxieux, alors que chez l'adulte, les études réalisées auprès des sujets suicidés, on va retrouver 90% de troubles mentaux. Ça, en ce qui concerne le suicide d'enfants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on va parler de tentative de suicide, on va le voir après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on retrouve moins de pathologies mentales chez les enfants qui décèdent par suicide? Ça veut dire qu'il y a un poids plus important de l'environnement et des facteurs d'environnement sur lesquels je vais y revenir. Mais retenons quand même que la dépression de l'enfant reste le diagnostic psychopathologique le plus souvent retrouvé, tout comme chez l'adulte, et qui se manifeste, comme vous le savez, par un changement du comportement de l'enfant, par des manifestations parfois somatiques, des douleurs abdominales, des céphalées, donc des somatisations, un fléchissement scolaire. On retrouve souvent un événement de vie et donc un changement significatif du comportement, des manifestations dans le registre émotionnel avec une tristesse ou une irritabilité, etc. Donc, bon, je passe sur les... Voilà, je vous montre les résultats d'une étude et je remercie le docteur Ben Khalil de vous montrer le résultat d'une étude qui a été réalisée par le service de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle, qui est en cours de publication et ils ont étudié tous les cas de suicide d'enfants de moins de 18 ans entre 2005 et 2016. Ils ont essayé de comparer les enfants aux adolescents, donc les moins de 15 ans aux 15-19 ans. Et comme vous le voyez ici, donc, la plupart, il y a beaucoup de cas issus d'un milieu rural, 58% des cas, alors que la population tunisienne rurale représente le tiers de la population, donc on peut imaginer que c'est un facteur de risque. On retrouve peu d'antécédents psychiatriques connus. Un seul cas, c'était un enfant autiste dans cette série, et dans 75% des cas, le geste suicidaire, le suicide s'est déroulé à domicile. Dans cette série, la pendaison était le moyen suicidaire le plus fréquemment retrouvé, voilà, donc 80% et qui va diminuer après. Donc, c'était un acte suicidaire par pendaison, ce qui est un moyen extrêmement violent, et c'est ce qu'on retrouve dans les études au niveau, dans les autres pays. La pendaison reste le moyen suicidaire le plus fréquent chez l'enfant prépubère. Alors, dans cette série, un cas sur deux, la personne qui est venue au service de médecine légale où l'étude a été réalisée donc, disait que la raison du suicide n'était pas connue. Alors, en ce qui concerne les tentatives de suicide, donc c'est une population qui est différente, que vous voyez souvent dans vos urgences et dans vos services et dans votre pratique courante en tant que pédiatre. Donc, il s'agit plus souvent de sexe féminin. Ici, on va trouver également l'intrication de problématiques de pathologie mentale, mais pas toujours, et de facteurs d'environnement. Je vous montre brièvement les résultats d'une étude que nous avons menée et réalisée auprès de 50 enfants et adolescents au décours immédiat de la tentative de suicide. Donc, ici, le sexe ratio est en faveur des filles, avec le moyen le plus fréquent, et c'est ce qu'on retrouve, dans les populations d'enfants suicidants, donc, qui ont fait au décours d'une tentative de suicide, c'est le moyen le plus fréquent est l'ingestion médicamenteuse et de toxiques. Dans notre série, c'était le moyen utilisé dans 78% des cas. Et dans notre série, bon, c'était une étude qu'on avait réalisée à l'époque à l'hôpital Razi, donc 58% avaient un trouble dépressif caractérisé, mais dans d'autres séries, on peut trouver moins de pathologies mentales et plus de facteurs d'environnement. Alors, une donnée importante, presque un enfant sur deux était victime de maltraitance
et cette maltraitance était issue essentiellement du milieu familial. Donc ça, c'est un facteur de risque majeur sur lequel je vais y revenir. La violence, qu'elle soit morale, physique ou sexuelle, est un facteur de risque majeur des comportements suicidaires chez l'enfant et l'adolescent. Dans notre série, on a essayé de voir est-ce qu'il y a des spécificités chez l'enfant en comparaison avec l'adolescent et on n'a pas trouvé beaucoup de différences, sauf que chez l'enfant de moins de 13 ans, il y a plus de troubles de l'adaptation. Vous savez, les troubles de l'adaptation, ce sont les troubles, la présence de symptômes anxieux et dépressifs qui surviennent à la suite d'événements de vie. Donc, ce qui m'amène à vous parler des facteurs de risque des comportements suicidaires, et ça, c'est une synthèse qui a été faite à partir d'une revue systématique de la littérature sur le suicide des enfants. Et vous voyez dans cette figure, donc, nous avons d'abord les facteurs individuels et il y a les facteurs familiaux. Parmi les facteurs individuels, il y a d'abord la prédisposition. Vous savez qu'il y a les comportements suicidaires sont plus fréquents dans les familles où on retrouve des antécédents de comportements suicidaires, dans les sujets qui ont des antécédents familiaux de troubles mentaux. Donc, il y a des prédispositions probablement génétiques. À côté de ça, il y a les facteurs individuels, parmi lesquels on va retrouver chez l'enfant l'immaturité cognitive, l'impulsivité. L'impulsivité est un facteur très important et ceci explique certains gestes très violents qui surviennent où les parents vont nous dire qu'on n'a pas vu venir les choses. Habituellement, chez l'adulte, par exemple, quand il y a des crises de détresse et des crises suicidaires, ça peut durer plusieurs semaines et pendant plusieurs semaines, l'adulte va exprimer son mal-être, va exprimer l'envie d'en finir, etc. Chez l'enfant, du fait de l'impulsivité qu'on retrouve chez l'enfant et chez l'adolescent, parfois les gestes sont extrêmement rapides et ça peut venir la crise de détresse peut durer parfois quelques jours ou même on a vu parfois quelques heures. Donc c'est ça le problème et ça c'est parmi les facteurs qui rendent parfois la prévention difficile. La psychopathologie, donc ça on en a parlé, en premier lieu les troubles de l'humeur et puis on arrive aux facteurs environnementaux, en premier desquels les facteurs familiaux avec toutes les situations familiales où il y a des difficultés relationnelles, où il y a des conflits familiaux, où l'environnement familial est marqué par beaucoup d'adversité, beaucoup de difficultés, beaucoup de ruptures. Deuxièmement, l'école. Alors l'école, on va le voir peut-être un facteur protecteur, mais parfois le stress émane de l'école parce que ça peut être un milieu où l'enfant peut vivre une humiliation, un harcèlement de la part des pairs et parfois c'est l'échec scolaire. Hein. Quand on veut dire la scolarité, c'est aussi l'échec scolaire qui peut être un facteur qui se surajoute aux autres facteurs de vulnérabilité. Troisième facteur, et je mettrai ça comme vraiment un facteur extrêmement important, c'est les événements de vie. Et quand on dit les événements de vie, il s'agit essentiellement de la violence faite aux enfants, la violence dans toutes ses formes, la violence morale, la violence physique et sexuelle. Et là, les études longitudinales et les études qui se sont intéressées aux trajectoires de vie des personnes suicidaires et suicidées ont démontré que la violence est un facteur de risque majeur et la forme de violence qui est le plus corrélée au comportement suicidaire est la violence sexuelle. Et vous savez que la violence sexuelle peut être parfois due à des cas d'inceste, par exemple, donc une violence un petit peu particulière où les choses sont... il y a du non-dit, l'enfant n'est pas protégé, ça peut être des abus répétés. Donc tous ces cas de violence et qui sont associés au comportement suicidaire, à la fois chez l'enfant et l'adolescent, mais aussi à un âge ultérieur. Et les études de trajectoire de vie des adultes qui se sont suicidés ont montré que 60 à 70% d'entre eux ont eu des trajectoires de vie avec des événements de violence au cours de l'enfance, y compris donc à un âge précoce. Le dernier facteur, c'est le phénomène d'imitation et de contagion que nous pouvons observer en milieu scolaire notamment, mais aussi à travers les médias, puisque maintenant les enfants sont de plus en plus exposés au suicide à travers les médias. Et ce phénomène de contagion, en fait, explique la précipitation vers le passage à l'acte chez une personne qui est déjà vulnérable par les autres facteurs que je viens d'évoquer. Donc vous avez compris que faites attention à l'arbre qui cache la forêt, parce que très souvent la famille
va venir vous dire qu'il y a eu une tentative de suicide parce qu'il y a eu conflit ou parce qu'il y a eu une humiliation ou parfois nous sommes face à un phénomène d'imitation ou de contagion parce que l'enfant a été exposé à un suicide, mais derrière le facteur précipitant le passage à l'acte, derrière le facteur qui n'a fait que révéler l'ampleur du problème, derrière ce facteur précipitant, il y a tous les facteurs de risque, une trajectoire de vie qui est caractérisée par le cumul des facteurs de risque que nous avons évoqués. Alors, un autre point aussi sur lequel il faut insister, c'est l'importance des interactions précoces, parce que vous voyez les enfants en post, je veux dire, vous voyez les enfants depuis leur naissance, donc nous insistons sur cette période de la vie qui est extrêmement cruciale et qui permet à l'enfant en fait de développer plus tard cette capacité de faire face au stress quand les enfants naissent et grandissent dans un milieu affectif de bonne qualité. Et puis à l'inverse, les enfants qui ont vécu des événements de vie précoce et répétés, des traumatismes précoces, des carences en soins, des négligences précoces, ce sont des enfants qui vont être plus tard hyper réactifs au stress et qui peuvent développer plus facilement un geste suicidaire à la suite d'un facteur de stress. Donc je vais vous présenter rapidement un cas, une vignette clinique, et c'est à propos d'une étude que nous sommes en train de réaliser depuis 2 ans avec la collaboration du groupe McGill pour l'étude sur le suicide et en collaboration avec le service de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle, le service de médecine légale de Nabeul, le service de psychiatrie du professeur Hachem et le service de pédopsychiatrie de Monji Slim, avec aussi en partenariat avec certaines directions régionales. Nous sommes en train de rencontrer les familles d'enfants et d'adolescents suicidés et nous sommes en train de mener une enquête et une interview auprès de familles pour revenir sur la trajectoire de vie de ces personnes à l'aide du questionnaire de trajectoire de vie de Seguin et Hall, à l'aide aussi d'un questionnaire, le Kidisats-PL, qui permet de faire un diagnostic du trouble psychopathologique pour les 6 derniers mois et un questionnaire sur l'attachement. Donc c'est une étude qui est extrêmement difficile à mener puisque nous approchons des familles endeuillées, des familles qui sont extrêmement frappées par ce drame et donc vous imaginez que le contact avec ces familles et ce type d'enquête sont extrêmement difficiles, mais nous avons réalisé cette étude avec l'aide des pionniers en fait, canadiens qui mènent ces études depuis une trentaine d'années et qui nous ont aidés à développer ces entrevues. Donc voilà le cas d'un des enfants de la famille que nous avons rencontré, un enfant qui est décédé à l'âge de 8 ans par pendaison, Benjamin d'une fratrie de 4, conditions socio-économiques précaires, issu d'un milieu rural. Le père était ouvrier dans une usine, mais qui a été victime d'un AVC avec des séquelles. Par la suite, c'est la mère qui a dû se mettre au travail comme ouvrière pour subvenir aux besoins de la famille. Le frère aîné était atteint d'un syndrome polymalformatif congénital et qui était décédé 2 ans auparavant. L'enfant en question était en 2e année primaire et en échec scolaire. Il n'a pas été pris en charge pour ce problème d'échec scolaire. Il n'avait pas de problème relationnel avec les pairs et le résultat du Kidisats a montré qu'il avait montré le diagnostic de trouble hyperactivité avec déficit de l'attention qui n'était pas diagnostiqué. Donc, et c'est un enfant qui a verbalisé des idées suicidaires 1 semaine avant les faits. C'était 3 jours après l'Aïd et les derniers événements en date ont été difficiles à repérer, mais vous voyez un petit peu l'exemple d'une trajectoire de vie qui est compliquée par des pertes, par des difficultés familiales et le cumul des facteurs de risque qui s'associent aux conditions socio-économiques précaires de cette famille. Deuxième élément que je voulais aussi partager avec vous, c'est ce qu'on appelle l'effet Werther. L'effet Werther, c'est quoi l'effet Werther? C'est le fait d'observer une augmentation du taux de suicide ou de tentative de suicide qui se produit de manière proximale dans le temps et dans l'espace et qui est lié à l'exposition à un suicide.
dans le milieu scolaire ou le milieu de vie du sujet ou à travers les médias. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène d'imitation qui est favorisé par le processus d'identification et ce processus d'identification est favorisé par la manière avec laquelle l'événement est perçu par l'enfant. Lorsque le cas est simplifié, lorsque l'enfant s'identifie par exemple au genre ou bien à l'origine de la personne qui s'est suicidée. Donc, lorsqu'on simplifie la situation, ça va augmenter l'identification. Donc, c'est un effet qui est incitateur. Les personnes sont déjà vulnérables au suicide. Ce sont des personnes qui déjà présentent des facteurs de risque. Hein. La contagion ou l'imitation, c'est un phénomène qui précipite le passage à l'acte puisque l'enfant va se dire sa solution, il s'identifie, donc sa solution est ma solution. Et l'exemple qui s'est produit en Tunisie, si vous vous rappelez bien, en décembre 2014, il y a eu une émission à grande diffusion, Andi Mankolok, au cours de laquelle une maman avait présenté le cas du décès de sa fille âgée de 12 ans qui habitait l'Alé, une délégation où il n'y a pas de collège, donc les enfants, ils allaient à l'internat, et donc la mère a incriminé l'internat comme étant les conditions de l'internat comme étant la cause du suicide de sa fille. Et tout ce qu'on ne doit pas faire quand on parle du suicide dans les médias a été fait à l'occasion de cette émission. Bon, nous étions à la 3e année en post-révolution, donc on ne savait pas encore. On était en liberté d'expression, mais on ne savait pas encore comment parler de tous les sujets. Et nous avons travaillé sur le taux de suicide des enfants justement avant et après cet événement médiatique dans le cadre d'un travail de thèse et en collaboration avec l'équipe de Charnicole, Dr Mahdi Ben Khalil. Et nous avons, comme vous le voyez ici, donc vous voyez que le nombre de cas a augmenté de 2012 jusqu'à 2015, puisque l'événement médiatique s'était produit en décembre 2014 et par la suite il y a eu une diminution, ce qui montre qu'il y a eu un pic. Et quand on regarde le taux, vous voyez ici qu'on est passé de 1,35 à 2,35 pour 100 000 habitants et après il y a eu une diminution. Et ce qu'on a aussi montré à l'occasion de cette étude, que le nombre de victimes a été en particulier, donc je vous ai montré les chiffres nationaux des 24 gouvernorats, et en fait quand on regarde plus en détail, on va trouver qu'il y a eu le nombre en particulier triplé au niveau du gouvernorat du Kairouan, qui est passé de 1 à 5 pour 100 000. Il y a eu une surreprésentation féminine et il y a eu une augmentation des cas de pendaison, donc ce qui montre bien qu'il y a eu ce phénomène d'identification dont je vous ai parlé. Donc on a fortement suspecté l'effet Werther ou copycat suite à cet événement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au cours de la période 2015-2016, dans le cadre des activités du comité technique de lutte contre le suicide, nous avons mis en place plusieurs campagnes de sensibilisation auprès des professionnels des médias et d'ailleurs qui ont bien intégré les recommandations en matière de médiatisation du suicide de l'OMS, publiées au début des années 2000 et qui ont été adoptées par plusieurs pays où il y a la liberté d'expression. Alors, je vais aller un peu plus vite. Donc, vu qu'on est dans le contexte du Covid, je veux aussi rappeler que maintenant, tous les experts sont en train de dire que la 3e vague ou la 4e vague, je ne sais pas, parce qu'il y a une 3e vague qui va venir. On disait que la 3e vague va être psychiatrique parce qu'il y a énormément de problèmes de santé mentale suite à la pandémie. À la fois les enfants et les adolescents qui souffrent déjà de troubles de santé mentale sont en train de s'aggraver, mais aussi les sujets qui vivent dans l'adversité et qui souffrent d'autres facteurs de risque. On est en train de voir une augmentation de la violence et tous les facteurs, le stress, le climat anxiogène, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment ne peut que altérer malheureusement la santé mentale des parents, mais aussi des enfants, puisque quand la santé mentale des parents est altérée, quand il y a une anxiété, une dépression chez les parents, ceci peut aussi entraîner des conséquences sur les enfants. Donc là aussi, peut-être les études vont montrer qu'il y a une augmentation du suicide
On n'a pas encore les résultats, mais je sais que l'équipe de Charles-Nicolle sont en train de travailler là-dessus. Ce qui m'amène à vous parler de la prévention. Donc la prévention du suicide chez l'enfant, chez l'adolescent, c'est un petit peu la même chose, hein, il n'y a pas de différence. Donc on va agir sur les différentes sphères, donc la sphère familiale bien sûr, il y a la sphère de l'école, c'est très important d'agir sur l'école. L'école est un milieu, est le deuxième milieu de vie de l'enfant. Donc si l'enfant vit dans l'adversité au sein de sa famille, c'est à l'école qu'on peut détecter, dépister les situations de mal-être chez l'enfant. Et puis l'école peut être un facteur protecteur, donc c'est pour ça que c'est important aussi de renforcer les facteurs protecteurs chez l'enfant. Donc je vais un petit peu vous présenter rapidement quelles sont les actions de prévention que nous pouvons mettre en place. Donc si on se réfère aux recommandations de l'OMS, il y a les actions de prévention universelles qui touchent un petit peu toute la population indépendamment du niveau de risque. Donc vous avez d'abord les actions en période périnatale. On a vu que les interactions précoces et le climat affectif des toutes premières années est absolument important pour améliorer la santé mentale des enfants, les actions au niveau de la sphère familiale, les actions à l'école, en milieu scolaire, toutes ces actions qui sont des actions de prévention universelle pour lutter contre le suicide sont importantes à mener et c'est des actions qui dépendent qui ne dépendent pas directement de la santé. Donc, c'est tous les programmes qui doivent être faits en milieu scolaire, en milieu extrascolaire, au niveau familial. Alors, on peut saluer en ce qui concerne la violence, qui, comme vous l'avez compris, c'est un facteur de risque majeur. Donc, si on veut agir pour la prévention de la violence, il faut faire toutes les actions auprès de l'éducation, auprès toutes les actions qui sont importantes pour prévenir la violence. Et nous pouvons d'ailleurs saluer le texte de loi qui a été promulgué, qui a été voté en 2017 et promulgué en 2018, et qui prévoit un volet de prévention, un volet de protection, avec une prise en charge multisectorielle des enfants victimes de violences. Et comme vous le savez, il y a maintenant des équipes de police spéciales pour la violence faite aux femmes et aux enfants. Ça, c'est pour la prévention universelle. Pour la prévention sélective, il s'agit ici de prendre en considération les enfants qui présentent déjà des facteurs de risque. Donc, il y a plusieurs actions qu'on peut mener. Donc, en particulier, le repérage des enfants qui sont en détresse, qui présentent des idées suicidaires ou qui présentent une souffrance psychique ou qui présentent des éléments dépressifs. Ce repérage peut être fait par les professionnels de l'enfance et en particulier les pédiatres, les médecins généralistes, les psychologues, mais aussi tous les acteurs de l'enfance. Et je vous présente ici rapidement les résultats, enfin toutes les formations que nous avons menées auprès des médecins de première ligne. On a commencé par les médecins de première ligne parce que vous savez que dans les pays qui ont réussi au niveau de la prévention du suicide, ils ont fait des programmes au niveau de la première ligne parce qu'on a démontré qu'un suicidé sur deux, dans le mois qui précède son suicide, consulte le médecin de famille. Donc, s'inspirant de ces résultats faits des études qui ont été réalisées dans le monde, nous avons aussi mis en place ce programme de formation sur la gestion et le repérage des idées suicidaires et nous avons jusque-là formé à peu près, on est maintenant à 600 médecins de première ligne et psychologues formés à la gestion de la crise suicidaire. L'autre programme qui est en train aussi d'être fait depuis 2018 avec la médecine scolaire et universitaire, c'est ce qu'on appelle la postvention. Alors la postvention, ça consiste à agir en milieu scolaire pour éviter la contagion dont on a parlé. Donc c'est une action qui doit se faire par des personnes formées pour déceler les personnes vulnérables, agir au niveau de l'entourage immédiat de l'enfant décédé et ainsi éviter le phénomène d'imitation et de contagion. Et c'est un programme qui se déroule immédiatement après et aussi après l'événement. Et nous avons formé jusqu'à présent avec la médecine scolaire et universitaire 24 référents pour la postvention. C'était en 2019. J'espère que le programme va reprendre pour former les prochains référents. Donc actuellement, quand il y a le décès d'un enfant, il y a une action qui se fait au niveau de l'école où est scolarisé l'enfant. Voilà, et je termine par la prévention indiquée qui elle, les pédopsychiatres, à savoir comment éviter la récidive chez un enfant qui est déjà
en crise suicidaire ou qui a déjà fait une tentative de suicide et comment améliorer les circuits de prise en charge des suicidants de façon générale. Et comme vous le savez, dans un certain nombre de cas, nous sommes obligés d'hospitaliser l'enfant ou au moins de faire un suivi très rapproché dans un premier temps. Voilà, je termine par conclure que le suicide de l'enfant, comme vous l'avez vu, c'est un phénomène complexe et multifactoriel. C'est une réalité qui reste malheureusement peu admise, surtout chez l'enfant prépubère, parce que c'est quelque chose qui dans le domaine de l'incompréhensible. C'est difficile de réaliser qu'un enfant peut se donner la mort. Ce qu'on a pu comprendre à travers les études réalisées dans ce domaine, c'est que l'enfant partage les mêmes facteurs de risque que les adolescents et l'adulte, sauf qu'il y a un rôle plus important de l'environnement. Et les actions de prévention, bien sûr, visent la formation et la sensibilisation de tous les acteurs de la santé, des acteurs de l'enfance, le milieu scolaire, qui est un milieu sur lequel nous pouvons agir pour protéger les enfants et repérer les enfants en détresse. Il faut améliorer les facteurs protecteurs, les facteurs de résilience, toutes les activités extrascolaires qui malheureusement actuellement ne sont pas en train d'être réalisées et la sensibilisation du grand public qui vise essentiellement les parents. Voilà, je vous remercie pour votre attention.